Judy Kaye, Moussirou. Bonsoir à tous et bienvenue au 1945 Week News. Merci de nous rejoindre. Vous êtes nombreux à nous suivre depuis Libreville au Gabon, Dolisie, Nkayi au Congo et au Cabinda en Angola. Une actualité bien remplie à la présidence de la République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a reçu en début de semaine à Oyo, au nord du Congo, une délégation ivoirienne conduite par le ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire au centre des entretiens. Les accords de coopération signés lors de la visite du président Sassou en Côte d'Ivoire. Le Congo et la Côte d'Ivoire entretiennent des très bons rapports économiques. Les notes de reportage rendues par la presse présidentielle. La Côte d'Ivoire et la République du Congo entretiennent des bonnes relations d'amitié et de coopération depuis des lustres. Elles vont crescendo depuis la dernière visite d'État que vient d'effectuer le président Denis Sassou Nguesso il y a peu dans ce pays. À cette occasion, des accords dans les domaines variés ont été signés, accords au lendemain desquels les experts des deux pays se frottent des cerveaux régulièrement. C'est dans cette disposition d'esprit que le ministre d'État ivoirien de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, a effectué le déplacement d'Oyo pour échanger avec le président Denis Sassou Nguesso. Les efforts sont faits dans le sens du progrès. Entouré des experts en matière d'agriculture, le ministre d'État ivoirien tient à ce que le fil de la coopération entre les deux États demeure tendu comme le demandent les deux chefs d'État. Le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, lors de la visite d'État qu'il a faite en Côte d'Ivoire, a visité certaines de nos structures sous tutelle, tels que le Centre national de recherche agronomique. Et nous avons fait venir des experts ici qui ont travaillé dans le sens de l'amélioration des acquis agricoles de ce pays. Et avec les experts du Congo, ils ont eu à échanger sur un certain nombre de sujets, surtout dans le domaine du cacao. Nous sommes venus donc rendre compte des activités qui ont été menées depuis lors et recevoir les instructions du président de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour dérouler le programme qui a été établi par les experts. Les experts congolais, dans le cadre de la réciprocité des échanges, sont attendus en Côte d'Ivoire. Le président congolais est un pionnier de la préservation de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Chaque 6 novembre, le Congo a institué une journée où chaque Congolais plante un arbre. Plusieurs espèces d'arbres ont été plantées sur l'ensemble du territoire national, ce qui manifeste la volonté du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, de faire du Congo un pays vert. Notre équipe, conduite par Karl Bikindou, était sur place sur le site retenu pour le planting d'arbres à Brazzaville. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, n'a pas dérogé à la règle de ce qui est devenu une tradition et un devoir pour tous les citoyens, la journée nationale de l'arbre. Ce 6 novembre 2024, le chef de l'État a présidé la cérémonie officielle de planting d'arbres marquant la 38e journée nationale de l'arbre. Le site choisi a été le long du boulevard Denis Sassou Nguesso, entre le rond-point Tchitchelé et le rond-point de l'aéroport dit Pefako. Il s'agit d'une ambition collective d'agir concrètement pour la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement pour des villes plus durables et un Congo plus vert encore, a indiqué Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, qui a insisté sur les objectifs du planting. Sur ce site officiel, nous allons planter une centaine de flamboyants qui vont fleurir la devanture du pavillon présidentiel et près de 300 pins caribéens pour compléter la belle plantation de pins qui est à notre gauche.
vitrine d'une des journées nationales de l'arbre antérieures. Au moment où la lutte contre le changement climatique devient une urgence planétaire, l'implication de tous devient une obligation afin de rendre vertes toutes nos villes, martèle le président de la République, Denis Sassou Nguesso. À la COP 29, nous parlerons des forêts et nous parlerons de l'Afrique. Je l'avais déjà proclamé, non pas Afrique noire, mais Afrique verte. Nous parlerons des forêts pour obtenir de la communauté internationale et que les forêts d'Afrique, les richesses de ces forêts, les richesses financières de ces forêts et les richesses des tourbières, que toutes ces richesses soient comptabilisées et qu'elles intègrent le PIB des États. Le PIB des États. C'est la prochaine bataille. Cette 38e journée nationale de l'arbre a été célébrée sous le thème « Mobilisons-nous, 2 millions d'arbres pour des villes vertes et durables ». Voilà, retour au palais présidentiel au Congo où le président de la République a reçu le comité de suivi chinois du FOCAC. Un plan d'action a été mis en place entre la Chine et le Congo pour contribuer au développement du pays. Les explications dans ce reportage. En séjour de travail à Brazzaville, le secrétaire général du comité de suivi chinois du FOCAC, Du Xiaohui, après avoir eu une série de séances de travail avec la partie congolaise les 4 et 5 novembre, il a échangé ce 6 novembre avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur le mécanisme du FOCAC pour le grand bénéfice des populations africaines et chinoises. Aussi a-t-il présenté au chef de l'État congolais, co-président du FOCAC, les modalités de la mise en œuvre des 10 axes prioritaires du plan d'action de Beijing 2025-2027. La République du Congo assume depuis la fin du sommet de Beijing, c'est-à-dire depuis septembre 2024, le rôle de la coprésidence africaine du FOCAC. Dans les propos du président Denis Sassou Nguesso, j'ai pu sentir non seulement la volonté, mais aussi le projet concret du Congo pour mener à bien les affaires du FOCAC ensemble avec la Chine, avec une grande ambition. Nous sommes persuadés que sous l'impulsion stratégique des deux présidents de la Chine et du Congo, le développement du FOCAC enregistrera dans les 3 ans à venir de nouveaux succès, ce qui va ajouter beaucoup de certitude et beaucoup d'énergie positive à notre monde incertain. Et je souhaiterais également que la presse congolaise et la population congolaise puissent porter davantage attention au développement du FOCAC. Pendant les 25 dernières années, depuis la création du FOCAC, le Congo et d'autres pays africains ont tiré beaucoup de bénéfices du FOCAC. Et dans le futur, le Congo et aussi les relations entre la Chine et le Congo continueront à bénéficier du FOCAC. Et ce processus va aussi, en retour, contribuer au renforcement du FOCAC. Pour Du Xiaohui, le FOCAC se place en avant-garde de la coopération sino-africaine. Un exemple, dans le plan d'action de Beijing adopté en septembre dernier, il y a beaucoup d'éléments qui sont venus de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je me souviens qu'en l'an 2000, au moment de la création du FOCAC, le commerce bilatéral entre la Chine et l'Afrique ne s'élevait qu'à environ 10 milliards de dollars américains. Et en 2023, le commerce bilatéral a déjà dépassé les 23 milliards de dollars américains. Et l'autre expérience importante du FOCAC est la coopération gagnant-gagnant. Nous espérons que grâce au pilotage du FOCAC, toutes les autres parties tierces vont davantage s'engager davantage pour l'Afrique et investir davantage en Afrique. La désignation du Congo à la coprésidence du FOCAC aux côtés de la Chine pour un mandat courant de 2024 à 2027 est un succès diplomatique important dû au rayonnement international du président Denis Sassou Nguesso.
Une délégation des grands travaux de la RDC s'est entretenue aussi avec le chef de l'État congolais. L'ordre du jour s'est focalisé sur les grands travaux du développement entre le Congo et la RDC. On retrouve une fois de plus les notes de reportage de la presse présidentielle. En ces jours de travail à Brazzaville, le ministre d'État en charge des infrastructures et des travaux publics de la République démocratique du Congo a rencontré jeudi à la résidence du plateau le chef de l'État congolais. Occasion pour Alexis Gisaro de rendre compte à Denis Sassou Nguesso de la visite effectuée sur la route Brazzaville-Pointe-Noire et des enseignements qu'il a tirés en matière de partenariat public-privé. Une approche de gestion des infrastructures qui l'a particulièrement marqué. Nous avions échangé avec Monsieur le Président de la République autour des projets d'intérêt commun, des projets d'intégration, essentiellement dans notre secteur d'activité qui sont les infrastructures. Nous avons eu l'occasion de nous rendre compte de la visite que nous avons faite hier, d'abord ici sur la concession LCR, le modèle congolais comme je l'appelle, d'un partenariat public-privé et qui montre très clairement que cette approche-là est la meilleure approche pour que nous puissions obtenir des infrastructures de qualité, des infrastructures pérennes. Autre sujet abordé, le projet du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. Un rapport a été fait au président de la République. Il en ressort que les obstacles à la réalisation de ce projet ont été levés et dans une année, les travaux pourraient démarrer. Nous pensons que, et d'ailleurs nous avons instruit à ce sujet, comme je disais, les deux structures, pour qu'à partir du mois de janvier, un chronogramme très clair soit déployé et nous allons assurer le suivi véritablement en termes de les études étant déjà disponibilisées, en termes d'adjudication pour ce qui concerne l'attribution du marché et toutes les négociations qui vont tout autour, de manière à ce que si rien ne vient, en tout cas nous allons tout faire pour que effectivement rien ne vienne arrêter le projet, de manière à ce que dans une perspective d'une année, à peu près datée d'aujourd'hui, que l'on puisse procéder à la pose de la première pierre. Le projet du pont route-rail sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville entre dans le cadre du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Projet intégrateur à effet multiplicateur qui tient à cœur les présidents Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il devra, dès sa matérialisation, relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en facilitant la libre circulation des personnes et des biens. Voilà, on quitte le palais présidentiel du plateau en prenant le boulevard Denis Sassou Nguesso, cap à la primature. Le chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, a reçu en audience les responsables de l'entreprise Tinda Energy Congo. La question de la fourniture de l'électricité était au centre des discussions. Reportage. Spécialisée dans la production de l'énergie verte, la société Tinda Energy Congo SA entend investir un peu plus de 100 milliards de francs CFA pour réaliser son projet d'électrification IGNIE 2021-2046. Bénéficiaire d'un espace de plusieurs hectares concédé par le gouvernement dans la zone économique spéciale de Maluku, le site permettra à cette société de produire à partir des panneaux solaires et de la biomasse 55 mégawatts d'énergie électrique via une centrale hybride avec le soutien financier de la société chinoise Complent. Le projet porte exactement sur la production de l'électricité via solaire et biomasse, pouvant renforcer les capacités de production d'électricité du partenaire public ou gestionnaire public, que nous appelons EKRC, Énergie électrique du Congo. Et le projet aussi va renforcer, injecter l'électricité propre dans le parc industriel et commercial de Maluku. À en croire son président directeur général Yannick Jutin, la société Tinda Energy est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre urgente du projet. Le Premier ministre a demandé à se rassurer en combien de temps nous pouvons réaliser le projet.
et nous avons répondu au Premier ministre. Dès que le matériel est sur place, nous avons 18 mois de réalisation du projet. Parce que c'est 55 mégawatts à réaliser. Ce projet d'électrification à base de l'énergie propre pourra générer plusieurs emplois directs et indirects, a réaffirmé son promoteur. Voilà, l'actualité au Congo a été aussi marquée par la conférence de presse qu'organise le gouvernement congolais pour décrypter l'actualité du Congo. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Mongala, éclaire et réexplique une fois de plus l'opinion nationale et internationale sur le sujet de la crise financière actuelle. On écoute le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Notre problème, c'est pas qu'on n'encaisse pas d'argent. Notre problème, c'est qu'on a, sur le marché financier de la CEMAC, principalement, emprunté dans des conditions de court terme que nous avons pu supporter pendant un temps. Et aujourd'hui, face à la puissance des montants à rembourser mensuellement, l'État s'est retrouvé, parce que c'est des remboursements qui sont évidemment nécessaires, vous empruntez, vous remboursez. Eh bien, cette charge était devenue telle qu'il fallait mettre en place un mécanisme interne, c'est le comité de trésorerie et d'optimisation des ressources, comité de trésorerie présidé par le chef de l'État et composé des ministres compétents, depuis le Premier ministre jusqu'au ministre sectoriel, et donc chercher à renforcer le niveau de ressources que nous avons chaque mois pour faire face plus facilement. C'est cela le premier problème. La deuxième solution, après avoir mis en place des mécanismes pour renforcer, augmenter les ressources, les optimiser comme ils disent dans leur langage financier, mes collègues du gouvernement, le deuxième mécanisme, c'était de négocier avec nos créanciers sur le marché financier de la CEMAC notamment, pour obtenir ces interlocuteurs qu'au lieu de rembourser en 2025, on rembourse par exemple en 2030 ou 2035 et qu'on essaye de réduire le poids mensuel des remboursements. Ce sont les deux mécanismes sur lesquels nous nous appuyons. Donc je résume, la cause c'est une charge mensuelle et donc annuelle qui pèse sur nos capacités de remboursement et donc nous rend parfois incapables de gérer les charges courantes. Et la deuxième chose, les solutions, c'est d'optimiser les ressources en interne, trouver le maximum de possibilités de renforcer les ressources financières, là où on constate peut-être des gaspillages, peut-être des fraudes, peut-être ceci ou cela. Et enfin, de négocier avec les fameux créanciers à court terme pour obtenir d'eux des allongements pour la durée de remboursement, un aménagement des intérêts moratoires et tout ce qui peut permettre de nous rendre un peu plus à l'aise pour respecter nos charges courantes. Nous partons maintenant en RDC où les rebelles du M23, soutenus, comme vous le savez, par le Rwanda, ont pris le contrôle cette semaine de la ville de Kamondi-Jit au nord Kivu. Parallèlement, un progrès diplomatique s'observe à Luanda. Images et commentaires. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle de la ville de Kamondi-Jit dans le nord Kivu ce dimanche. Après une attaque surprise contre les miliciens Wazalendo alliés à l'armée congolaise, les combattants du M23 bien équipés se sont rapidement emparés de cette localité de 35 000 habitants, provoquant des déplacements de population. De nouveaux combats ont été signalés dans les régions environnantes, notamment à Massissi et Kamandi-Port. Parallèlement, quelques progrès diplomatiques ont été accomplis dans le processus de paix de Luanda où les experts congolais et rwandais, encadrés par la médiation angolaise, se sont accordés sur un plan de désengagement militaire et de neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda. Un accord validé par les experts mais nécessitant encore l'approbation des ministres des Affaires étrangères des deux pays lors d'une session prévue le 16 novembre. Un mécanisme de vérification renforcé, piloté par l'Angola, avec des officiers de liaison de la RDC et du Rwanda, sera officiellement lancé le 5 novembre à Goma pour surveiller les frontières des deux pays.
Au Soudan, une campagne de vaccination contre le paludisme a été lancée pour vacciner environ 148 000 enfants de moins de 12 mois dans 15 sites des États de Gédaref et du Nil bleu. Images et commentaires. Le Soudan a lancé son tout premier programme de vaccination contre le paludisme en dépit des 18 mois de conflit qui secouent le pays. Cette campagne vise à administrer le vaccin à environ 148 000 enfants de moins de 12 mois dans 15 sites répartis dans les États de Guédaref et du Nil bleu. Le Soudan fait partie des 16 pays africains à introduire ce vaccin. Cette campagne de vaccination a débuté après l'arrivée en octobre du premier lot de 186 000 doses de vaccin contre le paludisme. À terme, le vaccin sera introduit dans 129 sites à travers le pays entre 2025 et 2026. Le paludisme reste une menace majeure pour les enfants africains, causant près de 500 000 décès chez les moins de 5 ans chaque année, selon l'UNICEF. En 2023, le Soudan a enregistré environ 3,4 millions de cas de paludisme et 7 900 décès liés à la maladie, bien que ces chiffres soient probablement sous-estimés en raison des perturbations causées par le conflit. Toujours en santé, au Kenya, des drones sont utilisés pour acheminer des produits dans des contrées difficiles d'accès. Donc, grâce à ces drones, les traitements arrivent plus rapidement et de manière fiable. Images et commentaires. Dans le comté de Kisumu au Kenya, des drones sont utilisés pour acheminer les traitements contre le VIH et les kits de dépistage vers des villages isolés. Cette cargaison précieuse peut ainsi atteindre les communautés éloignées sans subir les retards liés aux routes endommagées ou aux intempéries. Pour les patients vivant avec le VIH, une prise de médicaments constante et ponctuelle est cruciale pour éviter la résistance virale et maintenir la charge virale sous contrôle. Des retards dans la livraison dus aux infrastructures routières ou aux conditions météorologiques peuvent en effet compromettre cette régularité. La solution de livraison par drone proposée par Zipline apporte une solution innovante à ce défi. Grâce à cette technologie, les médicaments peuvent être livrés en 15 à 45 minutes seulement. Depuis 1986, année où le premier cas de sida a été enregistré au Kenya, plus de 2 millions de personnes y ont succombé selon le Conseil de contrôle des syndromes. L'arrivée des drones Zipline marque un tournant majeur dans la lutte contre le VIH-Sida. Dans le cadre de l'établissement, nous accueillons habituellement seulement 10 à 15 jeunes par an pour des tests de dépistage du VIH et d'autres services. Cependant, lors de ces séances ouvertes, nous pouvons en recevoir entre 40 et 50 en une seule journée. Grâce à cette technologie, les campagnes de sensibilisation contre les maladies infectieuses touchent désormais davantage les populations des zones rurales où l'accès aux soins est souvent limité. 899 000 doses contre le Mpox seront distribuées aux 9 pays africains les plus touchés. Cette initiative, pilotée par l'Africa CDC, l'OMS, l'UNICEF, Gavi et CEPI, vise à contrôler les épidémies en utilisant les doses de manière stratégique. Dans un effort de lutte contre la flambée de Mpox, la variole du singe en Afrique, un mécanisme d'accès et d'allocation a permis de distribuer 899 000 doses de vaccins à 9 pays particulièrement touchés. La République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Kenya, le Libéria, le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud et l'Ouganda. La RDC, épicentre de l'épidémie avec 80% des cas confirmés en Afrique, recevra la majorité des doses. Les vaccins sont fournis par le Canada, l'Union européenne, les États-Unis et Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Cette campagne de vaccination est une composante essentielle de la réponse globale qui inclut aussi le dépistage, les soins cliniques et la prévention. Le plan de vaccination se déploiera en plusieurs phases. D'abord pour stopper les épidémies en ciblant les populations à risque élevé, puis pour protéger davantage de personnes à mesure que des doses supplémentaires seront disponibles. Et enfin, bâtir une immunité de population contre les futures épidémies. La première phase vise à vacciner 1,4 million de personnes d'ici fin 2024, en priorité les contacts proches des cas confirmés et les personnels de santé. Dans les régions rurales de Botswana, nous sommes en Afrique australe, de nombreux jeunes reprochent à l'ancien gouvernement du BTP d'avoir négligé le secteur agricole. Regardez.
Tumelo Mapila, ce jeune agriculteur basé à environ 1 heure de route de Gaborone, se prépare pour les récoltes de légumes. Engagé dans l'agriculture depuis 3 ans, il fait face à des défis pour écouler sa production en dehors de la capitale botswanaise. En tant qu'agriculteur, j'ai besoin de soutien pour développer et moderniser ma plantation. Je recherche des opportunités pour accéder à des marchés au-delà de Gaborone et même en dehors du Botswana. La stabilité financière est également essentielle. Je souhaite des acheteurs capables d'acquérir mes produits à des prix équitables et en quantité importante afin de soutenir et accroître la qualité et la capacité de ma production. Dans les zones rurales, de nombreux jeunes reprochent à l'ancien gouvernement d'avoir négligé le secteur agricole au profit d'une économie trop dépendante du diamant. Dans de nombreux pays, l'agriculture est un secteur solide et prospère. Elle nourrit la population, soutient l'économie et crée des emplois et des richesses pour les habitants. Je crois fermement que l'agriculture est un domaine dans lequel je veux m'engager avec ma famille. J'aimerais également que de nombreux Botswanais s'y mettent car elle offre des opportunités réelles. Nos attentes sont grandes, d'autant plus que l'industrie du diamant traverse une période difficile. Si le nouveau président Douma Gideon Boko souhaite diversifier l'économie en mettant l'accent sur l'agriculture, cet analyste propose qu'il incite les banques à investir dans ce secteur. L'agriculture ne bénéficie pas suffisamment de fonds car le modèle économique actuel ne répond pas aux attentes des banques qui ne considèrent pas ce secteur comme viable. Pour changer cette situation, il est nécessaire de repenser nos stratégies et de repenser la manière dont nous attirons les banques. Ces actions pourraient aider le Botswana à renforcer sa sécurité alimentaire en stimulant l'économie rurale. Le président William Ruto a reçu Li Xiu, responsable chinois, pour des discussions bilatérales à Nairobi. L'objectif, renforcer le partenariat sino-kényan, développer des projets en Afrique et obtenir le soutien de la Chine pour la candidature du Kenya au BRICS. Regardez. Une visite officielle pour renforcer les liens entre le Kenya et la Chine. Le président kényan William Ruto a accueilli Li Qiu, secrétaire de la commission centrale de discipline du Parti communiste chinois, à la résidence d'État de Nairobi. Les deux pays souhaitent renforcer leur partenariat à travers des projets de développement en Afrique. Lors des discussions, William Ruto a affirmé son soutien à la Chine et encouragé une coopération étendue à l'ensemble du continent africain. Le Kenya, je peux vous assurer, est engagé à promouvoir ce partenariat à travers l'Afrique et également à soutenir la politique de la Chine unique. William Ruto a aussi demandé à la Chine de soutenir la candidature du Kenya au BRICS, groupe des grandes économies émergentes qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce rapprochement pourrait aider le Kenya à équilibrer ses relations entre l'Orient et l'Occident et l'ouvrir de nouvelles perspectives en Afrique de l'Est. Dans ce journal, le Congrès des chefs d'entreprise du Congo est une fédération qui défend les intérêts des opérateurs économiques du Congo. Nous avons rencontré le président de la Fédération des marchés publics et de la dette, M. Guy Francis Opoya. Il est donc notre invité et nous parle de la dette intérieure. Au micro de Karl Bikindu. On l'écoute. Bon, je commencerai mon propos par vous remercier. Remercier C-Direct d'avoir pensé à nous. Et je suis M. Guy Opoya. En dehors du fait que je suis président de la Fédération des passations de marchés publics du Congrès, je suis également manager de consortium Akoma Gas Service. Donc c'est à ce titre que je suis en face de vous. Le congrès des chefs d'entreprise du Congo, c'est un syndicat patronal qui défend les intérêts des opérateurs économiques et qui, je n'ai pas honte de dire, qui a pignon sur rue. Et en dehors du fait que nous défendons les intérêts des opérateurs économiques, nous sommes une force de proposition auprès des pouvoirs publics. Nous jouons l'interface entre le secteur privé et le secteur public. Nous demandons aux créanciers membres du Congrès des entreprises du Congo de faire confiance à leurs outils
Nous continuons à travailler et nous sommes en relation avec le cabinet du ministre des Finances et d'un moment à l'autre, on va les appeler, on va leur passer le message officiel pour qu'ils viennent vers nous pour trouver des solutions, comment faire pour payer la dette intérieure. Voilà, c'est la fin de ce 1945 Week News. On se retrouve le week-end prochain. Passez une excellente semaine en compagnie de nos programmes. Bonsoir.